gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you warm my mind. I'm under your curse now, but I call it compromise. I'm under your curse. Oh no. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I thought that you were wise, but you were otherwise. Bonjour à tous et à toutes et surtout bonjour à vous Amélie Nothomb. Je suis ravie de vous rencontrer et de discuter avec vous autour de notamment ce fabuleux roman Premier sang qui est paru chez Albin Michel l'année dernière et qui a obtenu le prix Renaudot, prix très mérité. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui au Festival du Livre de Paris pour discuter de ce livre et puis pour parler aussi de votre écriture, de votre carrière, de ce parcours de vie qui vous a mené jusqu'à ce livre-là, parmi tant de manuscrits et tant de romans qui ont été publiés. Alors s'il y a une romancière qu'on ne présente plus aujourd'hui dans la littérature francophone, vraiment je pense que c'est vous, chère Amélie Nothomb. Je vais quand même le faire brièvement. Vous avez publié votre premier roman, Hygiène de l'assassin, en 1992. Vous avez eu le grand prix du roman de l'Académie française avec Stupeur et Tremblement, ça c'était en 99. Et puis la liste des romans que vous avez écrits et qui ont pour chacun d'entre eux remporté un vif succès et qui ont fédéré l'amour de vos lecteurs et lectrices, c'est incroyable. Vous êtes la seule romancière que je connaisse et avec qui je me darde des rencontres, qui a un public aussi fidèle et aussi enthousiaste. C'est très touchant. D'ailleurs, je vois que vous êtes très touchée. Donc je ne vais pas vous citer les livres que vous connaissez par cœur, mais enfin voilà, Métaphysique des tubes, Biographie de la faim, Barbe bleue, Pétronille, et puis plus récemment Les prénoms épicènes, Soif, Les aérostats et Ce premier sang, donc prix Renaudot l'année dernière. Et là c'est un roman qui appartient à la catégorie de ces romans plutôt intimes que vous avez pu écrire. Alors autofiction non, puisque c'est l'histoire de votre père, c'est l'histoire de Patrick Nothomb. Et vous vous glissez dans sa peau, vous parlez à la première personne du singulier, ce qui est une expérience assez incroyable pour une fille, j'imagine. Et ce père, vous ne racontez non pas la relation que vous avez eue avec lui, mais vous choisissez d'aborder son enfance jusqu'au moment où, alors c'est à Stanleyville, qui est désormais Kisangani, en République démocratique du Congo. Il est diplomate, il a 28 ans. Il y a une révolte, les rebelles prennent des otages, 1500 otages, parmi eux un grand nombre de Belges, et votre père va négocier, parler avec eux, palabrer avec eux pour éviter un maximum que ces rebelles ne tuent les otages qui ont été faits prisonniers. Alors ce livre, vous l'avez écrit, je crois, pendant le confinement. Je me demandais quelle a été l'étincelle qui a provoqué l'envie d'aller vers ce sujet-là, vers ce père et vers cette première partie de vie qui est la sienne. Je vous passe le micro. L'étincelle, eh bien écoutez, c'est très simple. L'étincelle, c'est que mon père est mort. Mon père est mort le premier jour du confinement. Bon, perdre son père est toujours une abomination, mais le perdre en plus en de telles circonstances est pire, puisque je n'ai pas pu me rendre à ses funérailles. J'étais confinée à Paris. J'ai dû attendre des mois avant d'aller pouvoir me recueillir sur la tombe de mon père, et pouvoir le faire a été bien sûr un réconfort, mais pas suffisant. Je sentais que mon père ne mourrait pas comme il devait mourir. Je sentais qu'il était trop présent. Il me parlait continuellement dans ma tête. Pendant 6 mois après sa mort, il me parlait continuellement dans ma tête. La confusion est riche de sens.
alors, j'y avais un énorme plaisir. Je veux dire, il me manquait tellement, j'étais heureuse qu'il me parle. Mais au bout de 6 mois à me parler continuellement, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que c'est bon signe pour lui, ce mort qui n'arrête pas de me parler? Qu'est-ce qu'il essaye de me dire? Est-ce qu'il va pouvoir mourir tranquille? Est-ce qu'il va pouvoir entrer dans son grand repos? Et 6 mois après sa mort, je me suis dit, peut-être que ça veut dire quelque chose. Peut-être que je dois écrire sur lui. Je n'aurais jamais imaginé écrire sur mon père. Mais là, il s'agissait de quelque chose de plus important encore que d'écrire sur lui. Il s'agissait de lui rendre la vie. Il s'agissait de ressusciter mon père. L'espace d'un temps d'écriture de roman, ce qui chez moi dure environ 4 mois, il fallait que je lui rende la vie pour pouvoir enfin lui dire au revoir. Donc j'ai décidé cet exercice impossible et horrible et en même temps merveilleux. J'ai décidé de devenir mon père l'espace de 4 mois, l'espace d'un temps d'écriture de livre pour moi. Et je l'ai pris à la lettre. Si ce livre est écrit à la première personne du singulier, ce n'est pas un artifice d'écriture. J'ai vraiment décidé que là, j'étais mon père. Et ça faisait sens avec beaucoup de choses dans ma vie, puisque mon père a eu 3 enfants, je suis la plus jeune des 3, et toute mon enfance, on n'a pas cessé de me dire « Mais toi, tu es Patrick !» Mais c'est pas possible, comme tu ressembles à ton père, mais tu es Patrick. Que je me souviens, quand j'étais petite, ça m'horripilait. Je me disais « Mais non, enfin, ouvrez les yeux, vous voyez bien que je ne suis pas Patrick. » Et là, bon, quelques années avaient passé, je me suis dit « Ah bon, eh bien, puisque je suis Patrick, on va voir si c'est vrai. » Et ça a été extrêmement troublant pour moi, d'abord, de voir à quel point c'était vrai. De voir à quel point mon père était vivant en moi et à quel point je pouvais pas faire tout revivre de lui, puisque mon père était, comme toute personne, un être mystérieux avec son opacité, d'autant plus que mon père était un être timide, qui parlait peu, surtout à ses enfants, il se confiait extrêmement peu. Et malgré tout, malgré le peu qu'il m'avait dit, j'avais l'impression simplement de lui donner la parole. Nuançons, de lui donner la parole avec mon écriture. C'est quand même moi l'écrivain. C'est moi qui écris ce livre avec mon écriture qui ne ressemblait pas à la sienne. Mon père a écrit 2 livres de son vivant. Son écriture n'était pas du tout la mienne. Néanmoins, ce que j'essayais de faire dans ce livre, c'était vraiment le portrait d'une voix. Je voulais entendre la voix de mon père dans ce que j'écrivais. Et c'était stupéfiant de voir à quel point ça fonctionnait, à quel point j'entendais sa voix dans tout ce qu'il disait. Et ceux de mes lecteurs qui l'ont connu me l'ont tous dit, mais on entend la voix de votre père, c'est sa voix. Et même ceux de mes lecteurs qui ne l'ont pas connu, c'est sans doute ça le plus troublant, m'ont dit, mais on entend une voix qui n'est pas la vôtre. Et voilà. C'est une expérience presque médiumnique, en fait, ce que vous racontez. C'est vrai, et ça confirme tout ce que je pense au sujet de la mort. Enfin, vous doutez bien que je ne suis pas médium, je n'ai pas des pensées très profondes au sujet de la mort, mais j'ai, comme toute personne de mon âge, une certaine expérience de la mort. J'ai perdu des êtres chers. Et j'ai toujours constaté que quand je perdais des gens qui avaient énormément compté pour moi, une forme de dialogue persistait, bien au-delà de la mort. Et que tant qu'on entendait le son de la voix d'une personne en soi, il était impossible de croire qu'elle était morte. Je me sens peuplée de la voix des êtres chers que j'ai perdus. Ils sont toujours là. Bon, je n'ai jamais tenté d'expérience aussi radicale que celle-ci. Bon, on n'a qu'un père, hein. Mais c'est une expérience que je suggère à tout le monde. Bon, bien sûr, quand on est dans la situation d'orphelin, c'est essayer de voir combien celui de vos parents qui n'est plus est présent en vous. C'est véritablement troublant, quelles que soient les relations que vous ayez eues avec cette personne. Ça, je ne sais pas si c'est un message d'espoir, ça peut même être un message de désespoir. Quelles que soient les relations que vous ayez eues avec votre père ou avec votre mère, c'est pas fini. Ne croyez surtout pas que c'est fini parce qu'il n'est plus là ou parce qu'elle n'est plus là. C'est pas fini. Il est toujours là. Elle est toujours là. Bon, dans mon cas, j'avais de très belles relations avec mon père, donc je me réjouis de cette persistance. Mais ça peut aussi être un message terrible quand le parent aimé
enfin quand le parent disparu n'était pas aimé, la persistance demeure. Et là, on se demande qui se glisse dans la peau de l'autre, hein, si c'est l'écrivain qui prend la parole, se glisse dans la peau du père, ou si c'est le père qui, lui, même depuis un au-delà, reste et persiste dans la vie de sa fille. Mais c'est tellement vrai ce que vous dites. Et bon, écrire ce livre m'a, pour une grande partie, délivrée. C'est vrai que mon père a cessé de me parler tout le temps dans ma tête dès l'instant, pas dès l'instant où j'ai eu fini d'écrire le livre, dès l'instant où Albin Michel a accepté de le publier. C'est là qu'on voit qu'il veillait au grain quand même. Ça ne lui suffisait pas que j'écrive le livre. Il fallait qu'il soit diffusé, il fallait qu'il soit lu. Je pense que s'il a eu le prix Renaudot, la personne la plus heureuse de ce prix Renaudot, c'est lui. Parce que c'était son Renaudot. Hein, c'était la garantie qu'il soit davantage lu par davantage de gens. Et c'était très important pour lui, parce que mon père était un homme très timide, mais qui paradoxalement adorait qu'on parle de lui. Surtout si c'était moi. Alors, si c'était moi qui parlais de lui, alors il buvait du petit lait. Bon, je pense que ça lui a fait plaisir. Mais là, il est tellement... Même si maintenant il se fait plus silencieux, je vis des circonstances où vraiment je lui dis « Mais papa, tais-toi, s'il te plaît. » Par exemple, mon père avait une phobie du retard. Il fallait toujours qu'il ait une avance spectaculaire où qu'il se rende. J'ai pour une grande part hérité de cette maladie, mais chez lui, ça prenait des dimensions extraordinaires. Là, j'ai pris un taxi avec une avance spectaculaire pour arriver à temps ici. Et j'entendais mon père dans ma tête qui disait « Plus vite, plus vite !» Et moi, j'étais là en train de dire « Bon, papa, tais-toi, s'il te plaît. Je serai là à temps. Ça va. Laisse-moi tranquille. J'ai déjà écrit ton livre. Tu as déjà le prix Renaudot. Maintenant, tu peux quand même me laisser tranquille. » Alors ce père, il vous avait, dès la naissance, orienté vers une vie qui n'était pas banale, puisque avec son métier de diplomate, il vous a fait voyager beaucoup. Alors le Bangladesh, la Birmanie, le Laos. Je crois que vous avez été déscolarisé assez tôt pour suivre des cours par correspondance. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est aussi à cette expérience de vie différente que vous devez la naissance chez vous de la fibre d'écrivain, peut-être dans la solitude, dans le retrait, mais aussi dans le voyage, dans l'imaginaire? Est-ce que vous voyez que c'est là que se sème la graine? Il est certain que ça y a très largement contribué. Ce n'est pas si simple. J'ai un frère et une sœur. Mon frère est aux antipodes de la littérature. Mon frère lit 2 livres par an, le mien et celui de ma sœur si elle en publie un. J'ai une sœur qui écrit également des livres. Ma sœur, c'est un cas, voilà, elle est entre les deux. Oui et non. Bon, moi, je suis le cas le plus radical. C'est clair que j'ai tout hérité de cette expérience. Mon père voulait, il aurait adoré que je fasse de la politique, ou à défaut que je sois diplomate comme lui. Bon, ça n'a rien donné. Je pense que être écrivain, c'est le contraire d'être diplomate. Être écrivain, ce n'est pas essayer d'arranger tout le monde. Hein. C'est au contraire, d'ailleurs c'est fou. Je n'écris pas des livres qui sont des brûlots, mais chaque fois que j'en publie un, il y a des réactions tellement fortes. Par exemple, pour celui-ci, bon, je crois que tout le monde est d'accord avec le portrait que j'ai fait de mon père. Mais il y a des personnages secondaires tels que le grand-père de mon père, Pierre Nothomb, qui à l'époque était un personnage assez connu en Belgique. Mais vous n'imaginez pas les lettres incendiaires que j'ai reçues, parce que j'ai pu présenter de celui que je n'ai pas connu, qui était mon arrière-grand-père, un portrait un tout petit peu impertinent. Mais vraiment, j'y suis allée sur la pointe des pieds, osant suggérer qu'il n'était peut-être pas un homme d'une droiture absolue. La vérité, si vous me demandez mon âme et ma conscience, je pense que c'était une crapule finie. Mais bon, alors, j'y suis allée sur la pointe des pieds, mais même en allant sur la pointe des pieds, j'ai reçu des lettres d'insultes en disant « Mais comment avez-vous osé parler en des termes aussi abjects de votre arrière-grand-père » Bon. On va reparler de Pierre Nothomb, puisque j'ai des questions à vous poser sur lui. J'espère qu'il n'y a pas de Nothomb dans la salle, parce que sinon, ça va tourner au pugilat.
Vous avez dit un mot qui m'a intéressée, c'est radical. Et il y a un côté radical chez ce père qu'on voit grandir là, qui va... Alors, il naît, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont lu, mais pour ceux qui ne l'auraient pas lu, il naît dans cette famille bourgeoise. Il perd son papa très petit. Sa mère, qui est une très belle femme, s'enfonce dans le deuil et finalement s'empare de ce deuil et s'en revêt comme d'un vêtement et vit une vie d'élégance avec belle et endeuillée. C'est ça. Et elle délaisse un peu son fils. Le seul moment où il va y avoir quelque chose de fort, c'est par le biais d'un tableau qui est peint sur l'initiative de la grand-mère qui, elle, couve Patrick et qui s'en occupe beaucoup et qui va l'élever finalement. Et ce petit garçon donc, vit une vie assez solitaire, en mal d'amour de sa mère. Et son grand-père, un jour, dit « Mais cet enfant est trop fragile, il n'est pas assez au contact de la rugosité du monde. On va l'envoyer chez les Notombes, chez les sauvages. » Suprême châtiment, on envoie mon père à l'âge de 6 ans chez les Notombes. Et les Notombes étaient donc des aristocrates qui vivaient dans un château des Ardennes belges. Quand on dit ça comme ça, on se dit mais que c'est joli, quelle merveille. Tu parles. Il arrive chez les sauvages. Des sauvages à peine nourris, pas éduqués du tout. Il arrive dans la faim, dans le froid, dans la barbarie la plus complète. Il arrive un petit garçon avec de longues anglaises et des petits costumes de velours, avec des cols de dentelle. Aussitôt, il est lapidé par la tribu des cousins qui se dit mais qu'est-ce que c'est que cette petite fille, on va lui apprendre la vie. Et c'est là que se produit la chose la plus curieuse, c'est que mon père, âgé de 6 ans, orphelin, soumis à ces traitements horribles, adore ça. Et je crois qu'on découvre un peu le personnage qu'il est à travers ça. Mon père, plus il était traité à la dure, plus il trouvait ça intéressant. Et je crois que ça l'a très très bien prédisposé à l'expérience qui fait le début de ce livre. Mon père a été otage et négociateur d'otages avec des preneurs d'otages qui ne plaisantaient pas, hein, qui étaient là armés de Kalachnikov et qui ont tué quand même une centaine de personnes sous ses yeux. Mon père a adoré cette expérience. C'était un drôle de type parce qu'il était infiniment délicat. Je me souviens, dans l'intimité, il lui fallait des pyjamas d'une extrême douceur, la nourriture, il fallait que ce soit très bon, très fin. Mais à côté de ça, si on le traitait à la dure comme une brute, il adorait ça. Quel drôle de type. Mais il vous a transmis peut-être, ce qui est l'un de vos grands sujets, c'est l'adaptation à des circonstances hostiles. S'adapter à un... Vous me voyez là dans les circonstances les plus hostiles. J'adore ça. Vous adaptez. Je m'adapte. Et c'est intéressant puisque ça va habiter votre littérature, ce thème de l'adaptation, stupeur et tremblement, et votre vie aussi, puisque vous allez avoir la farouche envie de vous adapter au point d'épouser une culture, par exemple la culture japonaise. C'est vrai. C'est vrai que c'est une chose que j'ai héritée directement de mon père. Ceux d'entre vous qui ont lu Stupeur et tremblement savent que je n'ai pas vécu une expérience comparable à celle de mon père quand il a été otage, mais quand même, j'en ai bavé au Japon. Et beaucoup de gens m'ont dit avec la dernière indignation, mais pourquoi avez-vous supporté ça? Pourquoi ne vous êtes-vous pas révolté? À quoi j'ai toujours répondu, mais mon but n'était pas de me révolter, mon but était de m'adapter. Quand on rencontre une culture étrangère, à plus forte raison aussi fascinante que la culture japonaise, mais on n'essaye pas de faire la révolution. On essaie de devenir japonaise parce que ça a quand même l'air d'être une expérience formidable. Bon, je suis une japonaise complètement ratée. C'est aussi pour cela que je suis parmi vous aujourd'hui. Voilà, une japonaise ratée, ça fait peut-être une belge réussie qui peut-être un jour va au Salon du Livre de Paris et se fait interviewer par Élise Lépine. Mais ça valait la peine d'essayer de devenir une japonaise parce que quelle aventure! Mais oui, quelle aventure! Le goût de l'aventure vous vient très tôt. C'est très vrai. Grâce à ce père. C'est vrai. Alors, il y a autre chose qui naît dans ce livre que vous avez écrit, qu'on voit naître dans cette existence de petit garçon, c'est le goût du conte aussi. Il se retrouve propulsé dans ce château, c'est le Pont d'Oie,
d'Oeil, comment on prononce ? Le Pont-d'Oie. Le Pont-d'Oie. Le Pont-d'Oie. Et il y a cette atmosphère un peu ambiguë qui rappelle celle des contes, Oui. où on a à la fois la fée et l'ogre, même dans le même personnage, qui est ce c'est grand-père, qui est à la fois un homme qui a eu 2 mariages, beaucoup d'enfants. Certains, il en a perdu quelques-uns malheureusement. Et puis, il a deux fratries distinctes, hein, avec des plus petits et des plus grands. Et puis, il est avocat, mais il ne travaille pas, il n'exerce pas sa profession d'avocat. Il est poète. Oui. Mais bon, ça ne suffit pas pour faire vivre sa famille. Quand il arrive, votre père, c'est la guerre. Donc, on se dit, oui, la famine est là, on mange de la rhubarbe, il n'y a rien d'autre parce que c'est la guerre. Mais en fait, après, ils vont continuer d'avoir très faim. C'est ça. Et il y a comme cette ambiguïté chez ce personnage qui est à la fois ce poète gentil, délicat, doux, et en même temps cet homme qui, quand la nourriture arrive, se sert abondamment et puis laisse les enfants. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'ogre, c'est la fée, C'est très curieux. Beaucoup de gens ont cru que j'ai inventé cette scène. Je ne l'ai absolument pas inventée. Elle m'est venue d'énormément de témoignages de cette famille. Je pense que ce n'est pas un cas si unique que ça en cette époque-là. Il est relativement récent historiquement que l'on considère ces enfants comme des gens importants et assez importants, par exemple, pour être nourris. Mon arrière-grand-père, Pierre Nothomb, faisait partie de cette génération, enfin, peut-être le dernier spécimen d'une génération pour qui, mais si les enfants meurent, mais c'est triste, on ne leur veut que du bien, mais enfin, s'ils meurent, c'est que tel était leur destin. Nourrir ses enfants n'apparaît pas comme une nécessité absolue. On a beaucoup d'enfants qu'ils se débrouillent. Si leur destin est de survivre, eh bien qu'ils survivent. Mais tout se passe comme si l'enfant âgé de moins de 16 ans n'était pas quelqu'un de si important. Il a perdu 2 enfants, parmi ses 13 enfants, 2 de ses enfants sont morts de faim. Et il les aimait, il a écrit, voilà, pour lui toute l'affaire se résumait à écrire des poèmes. Il a écrit de magnifiques poèmes sur ces 2 petites filles mortes. Mais écrire des poèmes pour lui avait un sens. Les nourrir, il n'y aurait pas pensé. Ce n'était même pas du cynisme de sa part, c'était normal. Je crois que c'est dû en grande partie au recul temporel de la Belgique aristocratique de province. Ça ressemble furieusement au 19e siècle. Quand on lit l'enfance de mon père, qui a lieu de 1936 à 1950, on a beaucoup de mal à croire que ça se passe au 20e siècle. Ça ressemble à du Dickens. Mais si vous lisez Jane Eyre, roman du 19e siècle, c'est tout à fait ça. Laisser les enfants mourir de faim, c'est quelque chose d'ordinaire. C'est Darwin. Voilà, c'est le darwinisme pur et simple. Si l'enfant est malin, il trouvera bien quelque chose à manger. Mais s'il n'est pas malin, c'est qu'il n'était pas prévu qu'il survive. Alors justement, vous venez de parler de cette aristocratie belge. Quelle empreinte ce genre de milieu peut laisser sur une personne, sur lui, peut-être sur vous ? Enfin, vous écrivez était aussi codifié que la cour de Henri III. Là, vous venez de nous le dire, c'est quand même un univers rigide. Oui, c'est un univers rigide et très codifié, mais c'est ça qui était assez extraordinaire avec mes parents, c'est qu'ils ne me l'ont jamais expliqué. L'éducation se faisait par l'exemple. Je devais décoder les comportements de mes parents et à travers leur comportement, savoir ce qui se faisait et ce qui ne se faisait pas. Une des premières choses que j'ai comprises, c'est que souffrir, ça ne se faisait pas. Bien sûr, la vie est ainsi faite que parfois on souffre. Mais ça, c'est pas grave. Quand vous souffrez, ayez l'éducation élémentaire de ne pas en faire état. Souffrez, mais dans le secret de votre âme. Moi, ma première souffrance a consisté à quitter le Japon. À l'âge de 5 ans, on m'a arraché au Japon au bras de ma nounou japonaise que j'aimais autant que ma mère pour m'envoyer en Chine populaire. Ça a été pour moi un choc, mais atroce, vraiment le choc fondateur de ma personne. Quand je suis arrivée en Chine, je pleurais tout le temps. Très vite, mes parents m'ont fait comprendre, ils ne me l'ont pas dit comme ça, mais ils m'ont fait comprendre que, écoute, ma chérie, on comprend, mais ça ne se fait pas. Voilà, ça ne m'a pas été dit comme ça, mais je l'ai assez vite compris. La souffrance est un comportement
qu'on peut s'autoriser en cachette, mais en aucun cas de façon ouverte. Du coup, j'avais pris l'habitude de me cacher sous la table pour pleurer. J'ai passé ma première année pékinoise cachée sous la table à pleurer. Puis finalement, je me suis embêtée. Donc, je suis sortie de sous la table et je suis allée jouer avec les autres. Mais assez vite, j'ai compris en observant mes parents que c'était la règle. J'ai vu mon père perdre sa mère. Il est hors de doute que ça lui a inspiré un chagrin infini. Mais ça ne se faisait pas de le montrer. J'ai vu mes parents subir toutes sortes de tourments et ne pas montrer de souffrance. C'est une chose qui est restée ancrée chez moi. On a le droit de souffrir, on n'a pas le droit de le montrer. En revanche, votre père a lancé un pavé dans la mare sur l'amour. Il a décidé, contre l'avis de ce fameux Pierre Nothomb, d'épouser la femme qu'il aimait. C'est ça. C'est là qu'on voit que mon père a accepté une partie de son éducation tout en rejetant ce qu'il considérait comme parfaitement insupportable, tel que ne pas obéir à son histoire d'amour. L'histoire d'amour entre mes parents est une magnifique histoire, totalement authentique. Je la résume pour ceux qui n'auraient pas lu le livre. Mon père a 18 ans, il commence l'université et il partage sa chambre avec son meilleur ami. Son meilleur ami, très vite, lui dit « Je suis fou d'amour, j'ai rencontré une jeune fille sublime, mais je ne parviens pas à lui déclarer mon amour parce que je suis timide et maladroit. Toi, Patrick, je sens que tu écris bien. Est-ce que tu pourrais écrire des lettres d'amour à cette jeune fille pour moi ?» « Très bien, dit mon père. Qui est cette jeune fille ? Cette jeune fille s'appelle Françoise. Tiens, c'est celle-là. Parfait, dit mon père. Je vais lui écrire des lettres brûlantes. » Et mon père écrit une première lettre brûlante pour son ami qui s'appelait Henri. Henri envoie la lettre à Françoise et reçoit peu de temps après une réponse brûlante. Donc, mission accomplie, mon père s'est dit, tu vois, ça marche. Hein. Sauf que chaque fois que Henri revoit Françoise lors des soirées, Françoise est toujours aussi glaciale, distante, il ne se passe rien. Bon, Henri revient voir mon père en disant, peux-tu encore écrire une lettre ? Aucun problème, dit mon père. Bon, mon père écrit de nouveau une lettre brûlante. Peu de temps après, Françoise répond une lettre brûlante. Ce petit manège dure une année entière, pendant laquelle les affaires d'Henri ne progressent absolument pas. Chaque fois qu'il revoit Françoise lors d'une soirée, Françoise est glaciale, distante, c'est un glaçon. Finalement, Henri va voir mon père en disant « Je deviens fou, je ne sais pas, elle est folle, je ne comprends pas ce qui se passe. Tu as vu les lettres qu'elle m'écrit et pourtant, elle ne m'adresse pas la parole, elle ne me regarde pas, je souffre comme un damné. Est-ce que tu ne peux pas enquêter sur elle? Il y a un mystère. » Très bien, dit mon père, confie-moi cette histoire, je vais en savoir plus. Mon père se rend à l'adresse de Françoise, qu'il connaissait bien, à force de lui écrire des lettres. Il frappe à sa porte et une délicieuse jeune fille de 16 ans lui ouvre la porte. Ce n'était pas Françoise. Et bon, il dit, voilà, je suis un ami de Henri qui écrit des lettres régulièrement à Françoise. Oui, c'est ma sœur, dit la jeune fille. Ah oui, excusez-moi. Bon, alors il noue connaissance avec la jeune fille délicieuse et puis il la trouve tout à fait délicieuse, tout à fait charmante. Ça se passe très bien entre deux. Ils vont se promener. Et puis, au bout de quelques promenades, mon père lui dit, écoutez, je dois vous avouer la vérité, je suis là pour le compte d'Henri, mais en vérité, les lettres que Henri envoie à votre sœur, c'est moi qui les écris. Et là, la jeune fille, qui était la petite sœur de Françoise, s'exclame, mais ça, c'est trop fort, les réponses, c'est moi qui les écris. Et vous l'aurez compris, c'était Daniel qui a épousé mon père. Donc, ils se sont écrits des lettres d'amour torrides pendant 1 an, sans savoir à qui ils les adressaient. Mais les lettres ont été reçues. Donc, ils étaient finalement faits l'un pour l'autre, sauf que quand mon arrière-grand-père, Pierre Nothomb, le personnage dont je parlais tout à l'heure, a découvert que mon père s'apprêtait à épouser une jeune femme de toute petite noblesse flamande, c'était pas possible. Flamande et de toute petite noblesse, c'était pas possible. Donc il a dit, mais Patrick, tu n'épouseras pas cette jeune fille. Et c'est fini, on n'en parle plus. Et mon père, qui pourtant adorait son grand-père, qui le vénérait, là, il a dit, non, mais ça m'est égal. J'attendrai que nous ayons l'âge légal tous les deux et je l'épouserai.
Et il a tenu bon, il a épousé ma mère. Ça a été la révolution de sa vie, c'est qu'il est passé outre un interdit familial pour épouser ma mère. Et tout a commencé par l'écriture, et vous parliez de lettres brûlantes, mais effectivement, c'est dans l'écriture que s'autorise la brûlure, finalement, chez le père, mais aussi chez vous, puisqu'on vous apprend à contenir vos émotions, et puis un jour, ça sort, et vous écrivez enfin. Est-ce que c'est là, est-ce que c'est dans l'écriture que vous vous autorisez à déposer ces souffrances, ces joies, ces émotions fortes? Je pense que vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. J'éprouvais un très grand besoin d'écrire et je ressentais que je n'en avais absolument pas le droit. Je n'ai commencé à écrire qu'à 17 ans, ce qui est relativement tard. Alors que j'en ressentais déjà le désir, mais c'était pas possible. Il y avait un interdit sur l'écriture. J'appartiens à une famille où la littérature est une valeur très élevée. Ce n'est pas du tout incitateur pour écrire. Au contraire, ça bloque terriblement. Quand la littérature est un temple, qui est-ce qui vous autorise à franchir la porte du temple? Personne. Et au nom de quoi est-ce que je me serais sentie autorisée à franchir cette porte? Rien ne m'y autorisait. Heureusement, à l'âge de 17 ans, j'ai lu un livre qui a changé ma vie, qui est « Lettre à un jeune poète » de Rainer Maria Rilke, qui pose la question de l'acte d'écrire de façon radicalement différente à ce qui m'avait été exposé jusque-là. C'est pour avoir lu ce livre que je me suis sentie autorisée à écrire. Parmi vous, je pense qu'il y en a beaucoup à qui j'ai conseillé de lire ce livre. Tout le monde doit lire « Lettre à un jeune poète ». Il y a toujours une bonne raison de lire ce livre, même si on n'a pas du tout l'intention de devenir écrivain. Mais si on a l'intention de devenir écrivain, c'est carrément un devoir. C'est le bréviaire de toute personne qui souhaite écrire. Alors, ce qui est très intéressant dans vos livres, et on le voit dans celui-ci, hein, c'est la densité à l'intérieur, narrative, avec tout ce que vous soulevez, comme là, dans cette biographie de première partie de vie, il y a tous ces éléments d'enfance, tout est tracé, portraituré en quelques phrases, en quelques mots, avec, là, en l'occurrence, l'ambiguïté du grand-père, c'est l'un de ses fils qui la soulève. Et en un dialogue, on a tout compris sur ce que vous disiez, soulevé avec beaucoup de délicatesse. Et c'est vrai que c'est très subtil. Comment est-ce que vous faites de livre en livre pour conserver, ça doit être une immense discipline, la densité, la brièveté des textes et en même temps l'intensité narrative qui est le fil rouge de votre œuvre? Merci pour cette question qui est très flatteuse pour moi. Le secret est très simple. Il faut écrire tous les jours, absolument tous les jours, sans aucune exception. Écrire est une discipline très dure. Et ça suppose un effort constant. Je ne crois pas beaucoup au talent. Je crois énormément au désir. Mais le désir est une discipline comme une autre. Le désir s'exerce. Et je crois que si vous perdez un seul jour d'exercice de désir, vous perdez le peu de musculature que vous aurez accumulé pendant toutes les années que vous aurez exercé auparavant. Voilà. J'écris infiniment plus que je ne publie. Je suis en train d'écrire mon 105e livre. Premier 100 est le 30e publié, mais c'est le 100e écrit. Ça vous donne une idée des proportions. Je publie vraiment le tiers ou le quart de ce que j'écris. La condition est là. Il faut tout le temps rester dans ce grand danger qu'est l'écriture. C'est un danger considérable. Chaque matin, quand je commence à écrire, je ne me réjouis pas. Si, je me réjouis, bien sûr, c'est un luxe, c'est formidable, c'était le but de ma vie. Mais je ne me réjouis pas parce que je sais combien c'est difficile. Je sais combien je ne suis pas à la hauteur. Je sais combien je ne vais pas arriver à exprimer, à traduire en mots la sensation si forte. Je sais la sensation que je veux éprouver. Je veux me donner cette sensation. Je pense que c'est la sensation que peut-être vous éprouvez si vous me lisez. Croyez-moi, elle est très difficile à obtenir. Et il suffirait que je relâche mon effort un seul jour pour que je perde ce qui me tient lieu de grâce. Mais c'est une sensation bonne? Oui, la sensation elle-même est bonne, mais la produire est extraordinairement difficile.
et produit un sentiment de frustration et d'insatisfaction extrême. Si vous écrivez en état de confort, c'est mauvais signe. Si vous vous sentez très mal en écrivant, peut-être que vous êtes du bon côté. C'est vraiment une littérature du calvaire et une thématique du calvaire qui habite C'est très étrange parce qu'en même temps, c'est pas du dolorisme. Il y a une extrême excitation à faire tout ça. J'aime profondément ce que je fais, mais je le fais dans des affres indescriptibles. Et en maudissant mon destin chaque matin. Il n'existe pas de matin, bien sûr, il y a des matins pires que d'autres. Surtout quand j'écrivais Soif. J'écrivais le Christ sur la croix. Donc chaque matin, je me disais, ah bon, ma vieille, tu remontes sur la croix. Je vous assure que je maudissais mon destin. Parce que je prenais ça très au sérieux. Chaque matin, je remontais vraiment sur la croix. Mais c'était indispensable. C'était exactement ce que je voulais atteindre. Et les instants, ils sont rares quand on écrit. Mais les instants où on sent une coïncidence totale entre la sensation que l'on veut éprouver et celle que l'on traduit sont des instants d'ivresse indescriptibles. Et votre père est un homme qui s'évanouissait à la vue du sang. Alors ça, c'est quand même assez incroyable. Vous l'amenez de manière drôle, d'ailleurs. Mais oui, mais comment ne pas aimer cet homme qui a été un si grand héros? Il a quand même sauvé la vie de 1400 personnes pendant 4 mois, rien que par la force de son discours, alors qu'il était moins taillé que quiconque pour devenir un héros, puisqu'il s'évanouissait à la vue du sang. Pendant son expérience de négociateur, il a vu une centaine d'otages massacrés sous ses yeux à la Kalachnikov. Il savait que s'il regardait ne serait-ce qu'un seul cadavre de ces otages qui jonchaient le sol, il était perdu. Parce que, bien sûr, ces cadavres étaient ensanglantés. Et donc, il se serait évanoui tout de suite. Et les otages, les preneurs d'otages, les rebelles, auraient perdu toute estime pour cette fillette qui se serait évanouie à la vue du sang. Donc, voilà, on tuait les hommes autour de lui et il devait s'appliquer à ne pas les regarder et à continuer à parler parce qu'aussi longtemps qu'il parlait, il repoussait la mort. Qui est capable d'une expérience pareille? En plus, nous savons aujourd'hui que cette expérience a duré 4 mois, mais lui, il n'en savait rien. Il aurait tout aussi bien pu penser que cette expérience allait durer éternellement. Et il était prêt à parler tous les jours pour sauver la vie des gens. Et il a quand même réussi au moment de l'assaut final, où ils ont vraiment aligné tout le monde et tiré dans la foule, à sauver sa peau. Voilà. Là, il n'était plus question d'évanouissement. C'est ça, le bain de sang final, parce que tout ça s'est terminé par une scène de tuerie où les rebelles ont tiré dans le tas à la Kalachnikov. Là, mon père a su, si je laisse ma phobie l'emporter, je meurs. Donc, tant pis, il a couru, comme tous les autres, il a couru, ignorant les morts, ignorant les balles et tout. Et il a survécu de justesse. Alors le titre Premier sang, on comprend bien d'où il vient avec ces évanouissements, mais Premier sang, c'est un terme qu'on utilise dans les duels. Pourquoi avoir arrêté votre choix sur ce terme-là? Est-ce qu'il y a qui est en duel contre qui dans le livre? J'aime beaucoup, c'est du langage de duel au fleuret. Le duel s'arrêtera au premier sang, c'est-à-dire que le duel n'est pas censé aller jusqu'à la mort de l'adversaire, il suffit que son sang coule pour que l'affront soit lavé. Et je rappelle que j'ai écrit ce livre parce que mon père est mort. Quand il s'est agi d'écrire ce livre, je me suis demandé quelles étaient les relations de mon père avec la mort. La réponse est apparue très vite. Mon père a failli mourir avant ma naissance. Je n'avais pas mesuré, croyez-moi, le rôle que cette histoire avait joué dans ma propre naissance. Il a fallu que j'écrive ce livre pour en prendre conscience. Mais voilà, j'ai voulu raconter comment mon père, avant ma naissance, avait failli mourir. C'est une expérience de mort imminente. C'est aussi une expérience où, voilà, le duel s'est arrêté au premier sang. Il a suffi que quelques gouttes de sang coulent, y compris le sien, puisque mon père avait quand même été touché par balle pendant cet assaut final, mais pas mortellement. Et vous avez transformé ce duel en duo, finalement, puisqu'il y a cet écho entre vos deux voix et vos deux... C'est vrai. Est-ce que le fait d'avoir écrit un livre aussi fort, personnellement, intimement,
joue justement sur ce dont vous nous parliez et qui est assez connu, qui est justement que vous avez toujours plusieurs manuscrits, beaucoup d'idées, un flux de livres qui se frayent un chemin ou pas vers les librairies au coude à coude. Est-ce que ça a marqué peut-être une pause, un ralentissement? Pas du tout. Rien ne marque une pause ou un ralentissement. C'est vrai que c'est très intimidant d'écrire un livre sur son père comme ça. Mais j'avais déjà connu auparavant des expériences intimidantes. Je rappelle mon livre de 2019, qui est également un livre écrit à la première personne du singulier, où c'est le Christ sur la croix qui raconte. Bon, je vous assure que quand vous venez de terminer un roman écrit à la première personne du singulier par le Christ sur la croix, quand vous vous posez la question de « Tiens, et maintenant, qu'est-ce que j'écris ?» Tout paraît d'une futilité abyssale. J'y suis allée quand même. C'est pareil ici. Vous venez d'achever la première rencontre de votre père avec la mort et de comprendre par la même occasion pourquoi votre père vous a donné la vie. Vous êtes intimidé en se disant « Tout ce que j'écrirai par la suite sera futile ». J'y suis allée quand même. Ça aussi, c'est une chose que... C'est une des grandes règles que je me suis donnée en écrivant. C'est dès l'instant où tu termines un manuscrit, tu commences tout de suite un autre. Et peu importe si ça te paraît futile. De toute façon, même si c'est futile, c'est pas grave. Tout ça fait partie de la vie. On ne peut pas toujours écrire au même étage de soi-même. Si tu as besoin d'écrire quelque chose de futile, eh bien c'est bien naturel. De toute façon, au moment où tu écris un manuscrit, tu ne sais même pas si tu le destines à la publication ou non. Donc si ça se trouve, ce que tu écris ne deviendra juste rien et ça n'aura aucune importance. On parlait de radicalité tout à l'heure. Là, vous parlez aussi du côté extrême de ce choix des sujets. C'est très audacieux de se mettre dans la peau du Christ et c'est très fort de se mettre dans la peau de son père à la première personne. Est-ce qu'il peut vous arriver d'avoir un... Enfin, vous avez dit tout à l'heure qu'Albin Michel, il fallait qu'Albin Michel accepte votre manuscrit pour que la voix de votre père s'arrête. Est-ce qu'il vous est arrivé, je suis désolée si la question est indiscrète, mais d'écrire sur un sujet tellement fort ou tellement extrême qu'Albin Michel a refusé? Bien sûr. J'ai déjà essuyé 3 refus des éditions Albin Michel. Ce n'est jamais agréable, mais Mais qu'est-ce que vous étiez allé chercher si c'est pas trop... Alors, il y en a que je ne peux pas vous dire. Le seul refus avouable, c'est mon expérience en Amazonie. Je vais régulièrement dans la forêt amazonienne pour... connaître des cérémonies tribales d'initiation à la transe qui permet de parler avec les esprits. La première fois que ça m'est arrivé, c'était il y a 10 ans. Je n'ai jamais rien connu d'aussi fort que ça. Je suis très bonne là-dedans. Voilà, du coup, je n'ai qu'une seule obsession, c'est d'y retourner, de retourner en Amazonie, connaître la transe, parler avec les esprits. La plus forte expérience fut la première, celle de 2012. Je lui ai consacré un livre. J'ai apporté le livre aux éditions Albin Michel qui m'ont dit « Écoutez, si on publie ça, c'est la fin de votre carrière. » Parce qu'il se murmure déjà beaucoup que vous êtes folle, mais si vous voulez en donner la preuve, vous publiez ça et là, ça sera établi. Mais voilà. Il y a eu pourtant plein de livres bien plus, je ne sais pas, déjantés. Précisons tout de même que la transe... Je n'y arrive pas sans rien. Je fais comme les gens d'Amazonie. Pour atteindre la transe, j'absorbe l'ayahuasca. Qu'est-ce que l'ayahuasca? C'est une décoction de lianes d'Amazonie qui, là-bas, est considérée comme un trésor national et qui, ici, est considérée comme stupéfiant. Donc, mon livre tombait en France et partout ailleurs qu'au Pérou sous le coup d'une législation considérant cela comme des stupéfiants. Donc, on aurait pu m'accuser de faire l'apologie de stupéfiants. Voilà. Mais ces expériences aussi très fortes que vous vivez, que vous cherchez, elles sont en lien avec votre littérature, avec l'écriture? Vous voyez enfin, à part ce manuscrit refusé, mais est-ce que vous y puisez ou est-ce qu'il y a un miroir littéraire dans ces voyages-là? Ces voyages initiatiques, mais enfin, comment dire, médiumniques ou comment on appelle ça? Je ne sais même pas comment le qualifier. On ne peut pas faire ça avec... Enfin, peut-être que certaines personnes font ça avec une intention. Moi, pas. Quand j'ai entendu parler par Corinne Sombrin, qui est chamane et qui publie des livres aux éditions Albin Michel, de ses expériences de chamane avec l'ayahuasca en Amazonie et ailleurs,
j'ai été fascinée. Je me suis dit, ben, je veux essayer, mais j'avais aucune intention. Je voulais juste voir quel effet ça faisait, quoi. Je crois que je voulais savoir si j'allais survivre à ça. Ça a l'air tellement extrême et je comprends que j'ai pensé ça parce qu'il y a moyen d'y mourir. Oui. C'est très dangereux. Je ne suis pas du tout en train de vous dire allez en Amazonie prendre de l'ayahuasca, vous allez voir, c'est trop cool. Non, franchement, c'est très dangereux. C'est une expérience de dingue et j'ai failli y mourir aussi. Mais je ne regrette pas un instant d'avoir vécu ça parce que c'est tellement fort. Mais je n'avais pas d'intention. Je ne savais pas du tout, d'abord, que ça allait se passer si bien et puis que j'allais avoir envie d'écrire à partir de ça. C'est là encore cette expérience forte de la survie d'une façon ou d'une autre, survivre à l'épreuve. Survivre à l'épreuve. Vous en parliez avec votre père de ces expériences? Oula. Mon père, si on lui parlait de quoi que ce soit qui ressemblait à un stupéfiant, il disait, tout de suite il changeait de sujet de conversation. Donc non, c'était pas possible. Je pense qu'il ne m'aurait pas encouragée. La seule fois, je ne lui en ai pas parlé, rassurez-vous, mais la seule fois où vraiment on peut dire que l'ayahuasca a joué un rôle concret dans mon écriture, c'était justement avant d'écrire Soif. Juste avant d'écrire Soif, c'est la dernière fois que je suis allée en Amazonie, c'était en mai 2018. Bon, je me rendais quand même compte que écrire à la première personne du singulier sur Jésus, sur la croix, ça posait quelques problèmes quand même. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller en Amazonie et je vais demander à parler à Jésus. J'aime beaucoup votre façon. Au point où on en est, pourquoi pas tenter le coup, hein? Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, je suis allée en Amazonie, je me suis gorgée d'ayahuasca, j'étais complètement en transe. À un moment, je me suis dit, c'est peut-être le moment. Je me suis dit, je voudrais parler à Jésus, s'il vous plaît. On va bien voir ce qui va se passer, hein. Et puis, j'ai vu arriver un espèce de personnage. Je me dis, ça doit être lui, puisqu'après tout, j'ai dit, voilà, j'ai envie d'écrire sur vous à la première personne du singulier. Vous en pensez quoi? Et il a répondu, c'est une bonne idée. Je t'ai choisi pour ça. Je lui ai dit, je n'ai rien demandé de plus, hein. Je lui ai dit, voilà, j'ai ma réponse. Je suis rentrée en Europe. Je m'y suis mise tout de suite. Je n'ai pas approfondi le dialogue. C'était, pour dire les choses, c'était très gênant. Je suis à court de questions ou de réactions face à cette histoire de Jésus en Amazonie. C'est assez sidérant. Oui. Est-ce que vous êtes le genre de romancière à qui on peut demander un indice sur la prochaine lecture? Non. Pas du tout. Je vous le dirai d'autant moins que le Figaro a déjà vendu la mèche. Alors, interrogez le Figaro. Bon, je vais aller parler à mes collègues du Figaro et leur dire que ça ne se fait pas. C'est bien vrai. Ça va être l'heure de votre... oui, c'est l'heure de votre dédicace, en tout cas, Amélie Nothomb. Je vous remercie infiniment pour cette discussion très sincère et passionnante. Alice. Merci. Et puis, bien sûr, pour ceux et celles qui ne l'auraient pas lu, plongez-vous dans Premier Sang, donc c'est chez Albin Michel et c'est le prix Renaudot 2021. Et vous l'aurez compris, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, comme tous les autres romans d'Amélie Nothomb. Merci mille fois. Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango,